Dia Netzro est un soldat qui vient tout juste de quitter le champ de bataille après de nombreuses années de guerre. En récompense pour ses services, le roi lui octroie un territoire. Au début, cela ressemble à un grand honneur, mais quand Dia arrive sur place, il réalise que ce prétendu territoire n'est rien d'autre qu'une plaine herbeuse et vide. Il n'y a pas de maison, pas de villageois, pas même une seule grange ou un enclos pour animaux pour l'aider à commencer sa nouvelle vie. Les fonctionnaires qui l'escortent semblent amusés, comme si cette terre stérile était exactement ce qu'un orphelin de fraîche date comme Dia méritait. Il a été nommé seigneur, mais il a plutôt l'impression que le royaume l'a jeté en pleine nature sauvage en lui disant de survivre par ses propres moyens. Selon la compréhension simple que Dia a des choses, un seigneur est quelqu'un qui vit sur ses terres, protège son peuple, perçoit les impôts et les renvoie à la capitale royale. Mais ce sera impossible ici, car il n'y a absolument personne sur cette terre. Après avoir fait le tour de la zone pour l'inspecter, Dia se rend compte que le seul véritable avantage de cet endroit est qu'il dispose d'eau propre. Pour lui, cela seul est précieux, car pendant la guerre, il a dû un jour boire de l'eau boueuse simplement pour rester en vie. Ce soir-là, le nouveau seigneur fraîchement nommé dort dehors, utilisant l'herbe comme lit. Il se dit qu'il va essayer de tenir le coup encore 2 jours. S'il ne trouve toujours pas de moyen de vivre ici, il partira à la recherche du village le plus proche, où il pourra travailler et aider les autres, comme ses parents le lui avaient appris autrefois. Le lendemain matin, alors que Dia dort encore, il est soudainement réveillé par une étrange jeune fille avec une corne sur le front. Elle tient un arc et l'observe avec une méfiance acérée, comme si la moindre mauvaise réponse allait lui attirer une flèche en plein cœur. Elle lui demande qui il est et ce qu'il fait là. Dia, qui est presque trop honnête pour son propre bien, répond d'une manière qui ne fait que rendre la situation encore plus confuse. Finalement, la jeune fille lui demande directement s'il est son ennemi ou son allié. Dia est complètement déconcerté par cette question. Ils viennent tout juste de se rencontrer, alors être forcé de choisir immédiatement un camp lui semble bien trop soudain. Mais en voyant à quel point elle a l'air tendue et en colère, il se rappelle qu'il est désormais un seigneur, et qu'un seigneur doit se tenir aux côtés des gens qui vivent sur ces terres. Dia déclare alors très sérieusement que, quel que soit l'ennemi, il la protégera. À l'instant même où ces mots franchissent ses lèvres, la corne sur le front de la jeune fille commence à briller d'une vive lumière bleue. Elle est stupéfaite par la sincérité de sa réponse. Elle lui attrape alors la manche et lui dit de rester silencieux et de la suivre. La jeune fille conduit Dia vers un camp caché au milieu de la plaine, où vivent de nombreuses personnes dotées de cornes similaires à la sienne. Dia est sous le choc, car il a arpenté cette zone la veille sans voir le moindre signe de leur présence. Elle l'emmène ensuite dans une grande tente pour y rencontrer une vieille femme cornue, la chef de la tribu. Là, la chef demande de quelle couleur la corne de la jeune fille est devenue lorsque Dia a répondu, et la jeune fille confirme qu'elle a brillé en bleu à chaque fois. Il semble que pour cette tribu, la lumière de la corne puisse révéler si les paroles d'une personne sont vraies ou fausses. Dia se présente comme le nouveau seigneur de cette terre et déclare qu'il se tiendra à leur côté, car tous ceux qui vivent ici font partie de son peuple. Mais dès qu'il mentionne le roi et son titre de seigneur, l'atmosphère devient extrêmement tendue. La jeune fille cornue lève immédiatement son arc et le pointe sur Dia, tandis que celui-ci reste là, confus, incapable de comprendre ce qu'il a dit de mal. Heureusement, la chef l'arrête à temps et demande à Dia de leur raconter toute son histoire. C'est ainsi que le passé de Dia est peu à peu révélé. Lorsqu'il était enfant, ses parents lui avaient appris à vivre de manière à aider les autres et à protéger les faibles. Mais à l'âge de 10 ans, ses parents sont morts de maladie, le laissant seul au monde. Au lieu d'abandonner, Dia a rassemblé d'autres enfants orphelins, a nettoyé la ville avec eux, a chassé de faibles monstres et a gagné assez d'argent pour leur permettre de survivre. À l'âge de 15 ans, la guerre a atteint sa ville et Dia s'est porté volontaire pour s'enrôler dans l'armée afin de protéger les gens autour de lui. Sur le champ de bataille, il s'est découvert un talent pour le combat et a accumulé les exploits jusqu'à ce que, après 20 ans de guerre, le roi lui accorde ce territoire vide. Après avoir entendu son histoire, la chef comprend que Dia n'est pas quelqu'un envoyé pour les opprimer. Elle lui pose alors une dernière question pour tester son cœur, s'il n'était pas son peuple, se tiendrait-il toujours à leur côté? Dia n'hésite pas. Il répond joyeusement que même s'ils ne sont pas ses sujets, il reste des voisins vivant sur la même plaine. S'ils ont des ennuis, il continuera à les aider, et il croit qu'ils peuvent toujours devenir alliés. À cet instant, la corne de la chef brille également en bleu, prouvant que les paroles de Dia viennent du fond du cœur. Mais Dia ne comprend toujours pas pourquoi elle pose une question si étrange. Pour lui, quiconque vit sur sa terre fait naturellement partie de son peuple. C'est alors que la chef lui révèle la vérité qui le laisse de glace. Ils ne sont pas ses sujets. Ce sont des ennemis du roi, des membres du peuple même qui a combattu le pays de Dia pendant de nombreuses années. En un jour, Dia est passé du statut de seigneur sans aucun citoyen à la découverte qu'une tribu entière d'anciens ennemis vit sur son territoire. Sa nouvelle vie de seigneur ne sera manifestement pas de tout repos. Alors que Dia essaie encore de digérer le fait que la tribu cornue devant lui a autrefois combattu son royaume, la chef, Mal, commence à lui expliquer la vérité plus en détail. Il y a 50 ans,
sa tribu s'est jointe à une grande guerre contre le royaume pour le contrôle des plaines. Ils ont finalement perdu et ont été contraints de se cacher pour survivre. Si ce village peut exister au milieu du territoire sans que personne ne le découvre, c'est grâce au pouvoir magique stocké dans leurs cornes. Grâce à ce pouvoir, toute la tribu peut utiliser une magie de dissimulation pour effacer sa présence. En d'autres termes, ce n'est pas par négligence que Dia n'a pas remarqué le village. Toute la colonie était cachée par une puissante magie. Mal explique également la magie d'évaluation de l'âme présente dans la corne d'Alna. Si la corne brille en rouge, la personne devant elle est dangereuse, hostile ou ment. Si elle brille en blanc, cette personne est inoffensive et n'est pas un ennemi. Mais le bleu est la couleur la plus spéciale. Cela signifie que la personne peut apporter le bonheur et des bénédictions. Depuis qu'Alna a rencontré Dia, sa corne brille en bleu, et combinée à son honnêteté totale, Mal est convaincu qu'il ne représente pas une menace pour la tribu. Après mûre réflexion, Mal propose un accord de coexistence. La tribu prêtera à Dia un abri, de la nourriture et du bétail pour qu'il puisse commencer sa vie de seigneur sur la plaine. En échange, Dia ne doit révéler l'existence du village à personne, et surtout pas au roi. Il doit également veiller à ce que tout conflit entre lui et la tribu ne les entraîne pas dans une autre guerre avec le royaume. Pour Dia, c'est facile à comprendre. Il veut seulement protéger les personnes qui vivent sur cette terre. Il accepte donc joyeusement. Cependant, Mal prend alors une décision qui laisse Dia et Alna stupéfaits. Elle ordonne à Alna de rester aux côtés de Dia et de l'aider. Ils vivront ensemble pour qu'ils puissent apprendre à survivre sur la plaine. Les mots « vivre ensemble » rendent immédiatement l'atmosphère embarrassante. Alna se trouble, et Dia reste tout aussi sans voix. Après cela, une tente nomade est rapidement installée pour Dia. Alna explique que ce genre de tente peut être démontée et déplacée très rapidement en cas de danger, ce qui est parfait pour un peuple qui doit toujours rester sur ses gardes. Elle présente également à Dia le méhar, un animal d'élevage duveteux semblable à un mouton qui peut l'aider à stabiliser ses moyens de subsistance s'il apprend à s'en occuper et à en augmenter le nombre. Dia s'enthousiasme et demande comment il peut accroître la population de son territoire, mais Alna le ramène rapidement à la réalité. Avec le nombre actuel de tentes et la quantité de nourriture dont il dispose, subvenir aux besoins de Dia seul est déjà tout juste suffisant. Si l'on faisait venir plus de monde ici maintenant, tout le monde risquerait de mourir de faim ensemble. Pour résoudre le problème de nourriture, Alna donne à Dia un sac de poudre d'appât et lui dit de la disperser à travers la plaine pour attirer les bêtes sauvages, qui pourront ensuite être chassées pour leur viande et leur peau. Ces peaux pourront être échangées contre davantage de provisions et de tentes. Dia accepte la tâche avec confiance, car la chasse est une activité dans laquelle il a toujours été doué. Cependant, après s'être rendu sur le terrain, il se rend compte qu'il a oublié de demander quelle quantité de poudre utiliser. Il verse donc tout le sac sur l'herbe d'un coup. Le résultat ne se fait pas attendre, et arrive en nombre écrasant. Un immense troupeau de taureaux noirs fonce sur lui, chacun d'eux étant sombre, violent et assez puissant pour piétiner la plaine et la rendre plate. Au lieu de paniquer, Dia s'empare de sa hache massive et se jette dans la bataille avec force et instinct pur. Il frappe encore et encore, criant farouchement tout en abattant les taureaux noirs les uns après les autres. Bien que la moitié du troupeau parvienne à s'échapper, le nombre de taureaux noirs qu'il terrasse reste stupéfiant. Mais une fois le combat terminé, Dia découvre que le véritable problème n'est pas de vaincre le gibier, c'est de le rapporter. Finalement, il ne peut choisir qu'un seul taureau noir et le traîne seul sur le chemin du retour, transpirant à grosses gouttes tout du long. Sur le chemin du retour, Dia craint qu'Alna ne soit en colère contre lui pour avoir agi sans réfléchir. Mais contrairement à ses craintes, lorsqu'Alna voit qu'il a rapporté un taureau noir, elle est émerveillée et profondément impressionnée. Pour elle, vaincre ne serait-ce qu'un seul taureau noir lors d'une première chasse est déjà remarquable, et Dia en a en réalité terrassé bien plus que cela. Elle court joyeusement préparer une charrette et, pour la première fois, appelle Dia par son prénom avec un grand sourire radieux. Dia est surpris par sa réaction. Non loin de là, la chef Mal explique que parmi son peuple, un homme travailleur capable d'assumer de lourdes responsabilités est considéré comme quelqu'un de vraiment compétent. Elle ajoute que les femmes se sentent naturellement plus heureuses auprès d'un homme si fiable. Puis, Mal taquine Dia en disant que s'il veut épouser Alna, le prix de la fiancée sera assez élevé. Elle ajoute également, avec un sourire entendu, que qu'ils aient des cornes ou non, ils peuvent tout de même avoir des enfants. Dia panique immédiatement et nie en bloc, mais sa réaction ne fait que rendre les taquineries plus amusantes. Le lendemain matin, Dia se réveille dans sa nouvelle tente au milieu de la plaine. Pour la première fois depuis qu'il est devenu seigneur, il vit une matinée calme et de toute tranquillité. Devant lui, Alna remue une marmite de soupe chaude. Elle se retourne et l'accueille avec un sourire. Dia prend une bouchée et loue immédiatement le goût, rendant l'atmosphère entre eux beaucoup plus douce et chaleureuse. Après cette matinée paisible dans la nouvelle tente, Dia et Alna commencent à discuter de quelque chose de plus important, comment transformer cette plaine vide en un endroit où les gens peuvent réellement vivre. Alna explique clairement que s'ils veulent rassembler des colons, ils auront d'abord besoin de puits et de toilettes. Ils ne peuvent pas simplement vivre comme des campeurs de longue durée et appeler cela un véritable territoire. Cependant, s'ils veulent que les artisans du village les aident, les biens qu'ils possèdent actuellement pour le commerce sont encore insuffisants.
En d'autres termes, leur rêve de bâtir un territoire se heurte immédiatement à la dure réalité économique. Dia pense rapidement à chasser d'autres taureaux noirs, puisque sa précédente chasse avait donné de bons résultats, même si le transport avait été difficile. Mais Anna l'arrête. Elle lui explique que s'il continue à chasser la même espèce, cela nuira au troupeau et endommagera la plaine à long terme. Au lieu de cela, ils peuvent chasser des monstres aujourd'hui. La viande de monstre ne peut pas être consommée car elle est gorgée de miasmes, mais les griffes, les cornes, et surtout les pierres magiques à l'intérieur de leur cœur peuvent se vendre à un prix élevé. En entendant cela, Dia se montre intéressée. Anna affirme avec assurance qu'elle peut utiliser la magie pour localiser les monstres et insiste pour l'accompagner. Avant de partir, Dia brosse soigneusement les mires, se rappelant que leur valeur réside dans leur laine, et non dans leur viande. Peu de temps après, 3 hommes cornus arrivent avec une charrette transportant de la viande séchée et des couvertures pour Dia. Lorsqu'ils voient Anna sortir, ils lui témoignent un grand respect. Anna annonce qu'elle a demandé à d'autres hommes de s'occuper des mires afin de pouvoir rester avec Dia toute la journée. Dia est heureux de l'apprendre, mais il devient également nerveux lorsque les 3 hommes lui lancent des regards noirs empreints d'une jalousie évidente. Il semble qu'Anna soit très appréciée dans le village, et le seigneur fraîchement débarqué a déjà attiré plus d'attention qu'il ne s'y attendait. Après cela, Dia et Anna pénètrent dans une vallée rocheuse et sombre, complètement différente de la plaine verdoyante qu'ils ont laissée derrière eux. Anna ferme les yeux, joint les mains et commence à réciter un long sortilège pour localiser les monstres. Sa corne s'illumine, et elle détecte bientôt une très grande créature à proximité. Dia dit immédiatement à Anna de rester en arrière pendant qu'il avance pour vérifier. Anna lui rappelle qu'elle possède une magie de dissimulation et que, si l'ennemi est trop fort, ils pourront battre en retraite ensemble. Dia l'autorise donc à le suivre. À l'instant où il aperçoit la cible, Dia l'appelle une tortue. Anna panique immédiatement et le corrige. Ce n'est pas une tortue ordinaire. C'est un dragon de terre, un monstre colossal et extrêmement dangereux. Elle dit à Dia de se cacher, car affronter une telle créature seule est bien trop téméraire. Mais Dia s'entête à vouloir essayer. Armé de sa hache géante, il s'élance en avant, bondit et frappe la carapace du dragon de terre de toutes ses forces. Cependant, même un coup assez puissant pour fendre la pierre ne parvient pas à percer la défense du monstre. La hache à tête de lion de Dia est un trophée qu'il a autrefois pris à un général ennemi. Elle est incroyablement résistante et peut même réparer des dégâts mineurs s'il concentre son esprit. Pour cette raison, même si l'arme tremble à chaque impact, Dia continue d'attaquer sans relâche. Mais peu importe le nombre de coups qu'il porte, la carapace du dragon de terre bouge à peine. Comparé à ce monstre, les taureaux noirs de la veille semblent soudain presque dociles. À distance, Anna lui crie pour l'avertir que le miasme entourant le dragon de terre est en train de corroder le corps de Dia. En entendant cela, Dia comprend enfin que la situation est critique. Il admet qu'il ne peut pas vaincre cette tortue et décide d'arrêter le combat. Cependant, le dragon de terre n'a nullement l'intention de les laisser battre en retraite aussi facilement. Il ouvre la gueule, accumule des flammes et libère une énorme boule de feu. Au début, Dia pense que l'attaque le vise, mais il réalise rapidement que la véritable cible est Alna, qui s'est effondrée au sol. Sans une hésitation, Dia se précipite, bondit devant elle et utilise son corps ainsi que sa hache pour encaisser toute la puissance de l'attaque. Dans ce moment de vie ou de mort, il répète la promesse faite la veille, quel que soit l'ennemi, il la protégera. Ces mots touchent Anna en plein cœur. Face à elle, il n'y a plus ce seigneur étranger envoyé par le royaume, ni ce soldat maladroit qui ne sait que manier la hache. C'est un homme véritablement prêt à se jeter dans la mort pour la protéger. Les larmes envahissent les yeux d'Alna, et ses émotions éclatent avant qu'elle ne puisse les retenir. Au milieu du champ de bataille, alors que le dragon de terre tente encore de les brûler vifs, elle s'écrie et demande à Dia de l'épouser. 3 hommes du clan d'Alna se précipitent vers la falaise, paniqués, partant à sa recherche car elle a disparu depuis le matin et n'est toujours pas revenue. Ils craignent que le jeune couple n'ait été attaqué par un monstre dans la prairie, mais au moment où ils arrivent, ils se figent devant ce qu'ils voient. L'énorme carcasse d'un dragon terrestre gît, inerte, sur le sol. Non loin de là, Anna pleure encore, agrippée à Dia tout en insistant pour qu'il l'épouse. Dia vient de prendre une boule de feu en plein visage, son esprit est à peine remis. Il doit maintenant faire face à une demande en mariage en plein champ de bataille. Tout ce qu'il peut faire, c'est la réconforter doucement. Pendant ce temps, la corne sur le front d'Anna brille d'un bleu éclatant, montrant qu'elle est si heureuse que sa magie ne peut plus le cacher. La nouvelle que Dia a vaincu un dragon terrestre se répand rapidement jusqu'au village. Bientôt, tout le clan accourt, acclamant bruyamment et l'appelant leur chef. Cependant, tuer le dragon n'est que la moitié du travail. L'autre moitié consiste à trouver comment ramener chez eux une carcasse aussi grosse qu'une colline. Tout le village doit rassembler des chevaux, des charrettes et toute la main-d'œuvre disponible. Ils luttent toute la nuit pour traîner le dragon terrestre jusqu'au village. Ce n'est qu'au petit matin qu'ils parviennent enfin à le ramener dans la prairie. Dia regarde la scène bruyante avec confusion, ne comprenant pas pourquoi tout le monde fait tout un plat de ça. Pour lui, ce n'était qu'une chasse ratée qui s'est terminée par un cadavre de dragon. Pour les villageois, en revanche, leur nouveau chef vient d'ouvrir un stock de ressources légendaires en pleine plaine. Dia rencontre le chef du clan, Maul,
et lui demande d'échanger tous les matériaux du dragon terrestre en paiement pour creuser un puits et construire des toilettes. Maul rit et lui dit qu'une seule patte de dragon suffirait amplement à payer les deux projets. Le clan ne prendra que le paiement pour le travail de dépeçage. La majeure partie de l'argent de la vente des matériaux du dragon appartiendra encore à Dia. Cet argent sera suffisant pour acheter de la nourriture, construire plus de tentes, créer des installations de stockage, et même préparer le mariage d'Alna. Dès que Dia entend le mot mariage, il demande immédiatement à tout le monde de s'arrêter là. Mais Maul insiste sur le fait qu'un voisin capable de tuer un dragon doit être gardé proche par un lien solide. Si Dia n'épouse pas Alna, les femmes célibataires du village l'entoureront sûrement aussi. Dans un endroit comme celui-ci, un homme qui peut fournir de la nourriture et vaincre des dragons est bien trop rare. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dia réalise qu'Alna a disparu un peu plus tôt parce qu'elle est déjà rentrée chez elle pour annoncer le mariage à ses parents. Dia vient à peine de devenir seigneur. Pourtant, tout le village le pousse déjà droit vers un mariage avant qu'il ne puisse pleinement comprendre ce qui se passe. Essayant de ralentir les choses, Dia négocie en suggérant qu'il se fiance d'abord. Maul explique que son peuple n'a pas de coutume de fiançailles. Puis elle propose un compromis à sa manière. Ils peuvent organiser le mariage d'abord, et la question de vivre en tant que mari et femme peut attendre que tous deux soient prêts. Dia demande un pas en arrière, mais Maul déplace calmement tout l'échiquier vers l'avant. Lorsque Dia demande pourquoi Maul l'aide autant, elle répond honnêtement. L'ancien seigneur était désespérément incompétent et est récemment mort de maladie. Si Dia échoue et quitte ses terres, personne ne sait quel genre de personne le royaume enverra ensuite. C'est pourquoi le clan veut investir en Dia. Ils veulent l'aider à devenir un bon seigneur capable de protéger la vie paisible qu'ils ont actuellement. Au lieu d'attendre que le royaume envoie un autre désastre, ils ont décidé de soutenir la personne la plus prometteuse devant eux. Juste à ce moment-là, deux jeunes hommes du village viennent le féliciter. Ils disent avec enthousiasme qu'Alna a trouvé un excellent parti dès qu'elle a atteint l'âge de se marier. Dia devient curieux et demande quel âge elle a réellement. Puis il reste complètement figé en apprenant qu'Alna n'a que 15 ans alors que lui en a 35. La différence d'âge de 20 ans donne immédiatement à Dia l'impression que cette relation est plus proche d'une relation entre oncle et nièce que d'une relation entre mari et femme. Avant même que la romance ne puisse commencer, la réalité légale et morale l'a déjà frappé de plein fouet. Dia va s'asseoir seul sur un rocher et réfléchir. Il se souvient que la loi du royaume exige qu'une personne ait au moins 18 ans pour se marier. À cause de cela, il décide de considérer les 3 prochaines années comme une période de fiançailles et d'attendre qu'Alna soit légalement adulte. Pendant ce temps, Dia apprendra aussi à gérer son territoire, à s'améliorer lui-même, et à se préparer à devenir un homme responsable. Pour une fois, il gère la situation calmement et sérieusement, prouvant que même s'il est peut-être meilleur avec une hache qu'avec la politique complexe, il sait quand quelque chose compte vraiment. Peu de temps après, Alna arrive en courant avec une expression radieuse. Elle annonce joyeusement que ses parents ont accepté, puis demande à Dia ce qu'il veut manger demain matin. Dia se contente de sourire doucement et lui dit de décider. Cette nuit-là, tout le village organise un grand festin pour célébrer à la fois la mise à mort du dragon et le futur mariage du couple. Dia ne cesse de les corriger, disant qu'il ne s'agit que de fiançailles pour l'instant, mais personne ne semble s'en soucier. Tout le monde continue de lever son verre pour célébrer le tueur de dragons qui a trouvé une épouse. Quelque temps plus tard, le puits et les toilettes sont enfin terminés. Plusieurs nouvelles tentes ont également fait leur apparition sur le territoire. Dia regarde fièrement la tente qu'il a construite de ses propres mains, mais une inquiétude pèse encore sur son esprit. Comment faire pour que des gens viennent réellement vivre ici? Le territoire a maintenant un puits, des toilettes, un espace de stockage, et même un tueur de dragons. Pourtant, en ce qui concerne l'habitation, il n'y a toujours aucun progrès réel. À ce moment-là, Alna accourt et rapporte que la magie de détection de vie déployée sur la prairie a repéré un groupe de monstres approchant par le nord. Leur nombre n'est pas important, et ils ne sont pas particulièrement grands, mais Dia prend immédiatement son arme. Il refuse de les laisser endommager le puits et les toilettes nouvellement construits, et il ne peut pas non plus laisser un simple troupeau paniquer. Les citoyens n'ont toujours pas trouvé le chemin de son territoire, mais les monstres, eux, savent exactement où venir. Alna veut l'accompagner pour le soutenir. Dia craint que s'ils partent tous les deux, les mères qui se sont attachées à eux ne se réveillent seules et ne deviennent anxieuses. Alna rétorque qu'ils se battront plus efficacement ensemble. Dia finit par accepter. Les deux se cachent derrière un rocher et observent tranquillement un ogre géant marchant vers le territoire. Après avoir examiné son apparence rugueuse et sale, Dia conclut que le monstre n'a presque aucune partie de valeur. Contrairement au dragon terrestre qui a laissé derrière lui un trésor de matériaux, cet ogre a l'air de ne laisser derrière lui qu'un problème de nettoyage. Même sans profit, Dia ne peut pas le laisser s'approcher du puits, du troupeau de mer ou de la zone d'habitation. Il charge immédiatement avec sa hache, tandis qu'Alna le soutient par derrière avec son arc, tirant sur le bras qui tient l'arme de l'ogre. Grâce à leur coopération fluide, Dia achève rapidement le monstre d'un coup de hache. Le combat se termine proprement, mais son armure est maintenant complètement couverte de sang violet visqueux et nauséabond. Alna n'a besoin de se tenir près de lui qu'un instant avant de se couvrir le nez. Elle ordonne immédiatement à Dia de se laver dans le ruisseau avant d'être autorisée à revenir. Ainsi, après avoir vaincu le monstre,
Dia doit s'asseoir dans l'eau jusqu'au coucher du soleil, frottant désespérément le sang de son armure. L'ogre n'a peut-être pas laissé de matériaux précieux, mais il a certainement laissé une forte impression par son odeur. Le lendemain matin, Dia puise de l'eau du puits et soupire qu'il n'y a toujours aucun citoyen en vue, alors que les monstres semblent trouver son territoire avec une parfaite précision. Juste à ce moment-là, Anna accourt avec excitation et crie qu'il y a une grossesse. Dia se fige instantanément, son expression changeant à travers plusieurs émotions en moins de 2 secondes. Mais avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle veut dire, Anna pointe du doigt vers François. Il s'avère que la personne enceinte n'est pas Anna, mais l'une des mères du troupeau. Le nouveau seigneur vient de ressentir la sensation de son cœur qui lui sort de la poitrine et qui y revient tout seul. Anna n'a rien dit de mal, mais sa façon de transmettre l'information a failli lui coûter la vie prématurément. Anna explique que les myres sont des créatures hautement intelligentes et sensibles. Elles peuvent clairement ressentir la peur et la pression autour d'elles. Les myres enceintes sont particulièrement sujettes à l'anxiété, et il y a même eu des cas où la panique est devenue assez dangereuse pour arrêter leur cœur. À cause de cela, elles ont besoin de quelqu'un de fort à proximité pour se sentir en sécurité. Dans toute cette zone, personne n'est plus approprié que Dia. Dia n'hésite pas une seconde. Il accepte avec joie la tâche de prendre soin de François et du reste du troupeau de myres. Il ne se plaint même pas de leur odeur. En le regardant caresser doucement chaque animal, Anna devient émue et l'appelle fièrement son mari. Pendant qu'il parle, la corne d'Anna se met soudainement à briller. Sa magie de détection a détecté une dizaine de personnes approchant par l'est, la direction de la capitale royale. Dia devient immédiatement prudent car il n'a aucune idée de qui viendrait lui rendre visite. Il dit à Anna de se cacher avec la magie et de rester pour protéger les myres. Puis il prend son arme et marche dans la prairie pour accueillir le groupe inconnu. Bientôt, un groupe de 3 cavaliers et de plusieurs soldats apparaît. Le jeune chevalier en armure d'argent appelle joyeusement le nom de Dia dès qu'il le voit. Dia le reconnaît rapidement comme Klaus, un ancien camarade qui a combattu à ses côtés sur le champ de bataille. Les deux se saluent chaleureusement. Pour une fois, Dia est soulagé de voir un véritable humain arriver sur son territoire sans essayer d'attaquer son puits ou de laisser derrière lui une odeur terrible. Klaus explique qu'il n'est responsable que de guider et d'escorter le groupe. La personne qui veut vraiment rencontrer Dia est la noble assise sur le cheval derrière lui, une jeune femme aux cheveux gris avec une présence très digne. Comme le groupe a voyagé loin et est fatigué, Klaus demande à Dia d'emmener tout le monde à son manoir pour se reposer. Dia n'a aucune objection et les ramène calmement à sa demeure. Cependant, à cause de la magie de dissimulation d'Anna, les visiteurs ne voient aucun village et aucun grand manoir. La seule chose devant eux est une tente nomade solitaire au milieu de la prairie. Klaus regarde la tente, puis regarde Dia. Il semble se demander silencieusement si son vieil ami a été nommé seigneur ou abandonné dans une épreuve de survie en pleine nature. Sous la tente, la femme aux cheveux gris se présente officiellement comme Diane, la 3e princesse du royaume. Diane ne peut cacher sa confusion en voyant que Dia vit encore sous une tente. Elle demande où est construit le manoir et où sont passés tous les serviteurs. L'un des chevaliers qui l'accompagne se met en colère et critique Dia pour avoir parlé trop familièrement à la princesse. Mais Dia explique simplement honnêtement qu'il n'y a ni manoir ni serviteur ici. Il n'y a que la tente qu'il a construite lui-même avec difficulté. Il a même l'air plutôt fier en le disant, comme s'il montrait une belle résidence. Sa réponse laisse Diane et Klaus sans voix. Diane demande immédiatement où sont les bâtisseurs, car le roi aurait accordé à Dia une grande récompense et une énorme somme d'argent pour les préparatifs. En entendant cela, Dia reste assis, figé de stupeur. Il n'a jamais reçu un seul sou du royaume. Klaus commence aussi à se mettre en colère pour le compte de son ami. Le roi a bien envoyé de l'argent, mais il n'est clairement jamais arrivé jusqu'à Dia. Quelque part en chemin, cet argent a dû trouver une autre poche. Sous le regard choqué de la princesse Diane, Dia confirme qu'il n'a jamais reçu aucune récompense ni aucun fonds de préparation. Le premier jour sur son territoire, il a même dû dormir dehors en se demandant où il irait trouver à manger s'il ne pouvait pas survivre ici. Il a été nommé seigneur, mais le soutien qu'il a reçu ressemblait plus à être lâché sur une carte vide avec pour instruction de rassembler ses propres ressources. Après avoir entendu cela, Diane comprend que quelque chose ne va clairement pas. Mais au lieu d'enquêter immédiatement sur les fonds manquants, elle met la question de côté et explique le véritable but de sa visite. La capitale royale fait face au risque d'une nouvelle guerre, et elle veut que le héros national Dia retourne sur le front pour les aider. Pour rendre l'offre plus attrayante, Diane promet de lui accorder un mariage avec l'une des 2 femmes assises derrière elle. Elle présente cela comme si elle offrait une grande récompense, complètement ignorante que Dia a failli être poussé au mariage par tout un clan la veille même et qu'il attend maintenant qu'Anna soit assez âgée pour se marier légalement. Dia écoute la proposition, mais ce qui lui vient à l'esprit, ce sont François et le troupeau de myres qui ont besoin de sa protection. Il refuse doucement. Il dit qu'il a déjà quitté le champ de bataille et qu'il n'a actuellement ni homme ni soldat à commander. Techniquement, il a un troupeau de myres, mais les emmener sur le front n'aiderait personne et ne ferait probablement que les terrifier. Diane refuse d'accepter sa réponse et continue de le presser de reconsidérer. Une fois que Dia réalise que la princesse n'a aucune intention de respecter sa décision, son expression se refroidit.
Il leur dit brusquement que si c'est tout ce qu'ils sont venus discuter, ils peuvent partir. Le groupe royal a parcouru tout ce chemin pour l'inviter à la guerre, seulement pour se faire poliment montrer la sortie par l'hôte. Le chevalier grossier qui accompagne Diane devient immédiatement furieux que Dia ose parler ainsi à la princesse. Sans avertissement, il dégaine son épée et l'abat vers la tête de Dia. Dia reste assis, les jambes croisées. Il lève sa hache d'une main et bloque l'attaque. L'impact brise instantanément l'épée et envoie le chevalier voler hors de la tente. Dia commente calmement que l'attaque était bien trop immature, pas même assez forte pour être qualifiée d'intention de tuer. Le jeune chevalier voulait défendre l'honneur de la princesse, mais la seule chose qu'il a réussi à perdre, c'est son arme. Klaus se précipite rapidement pour empêcher son compagnon de causer plus de problèmes. Il les avertit également que même si tout le groupe attaquait ensemble, il ne pourrait toujours pas vaincre Dia. Cette information aurait été utile avant que quiconque ne dégaine une épée. Diane n'a d'autre choix que de se retirer. Avant de partir, elle jure qu'un jour Dia le regrettera, mais Dia n'est pas particulièrement inquiet de sa menace. Ce qui l'inquiète davantage, c'est que son coup de hache a déchiré le tapis à l'intérieur de la tente, et Alna ne sera certainement pas contente quand elle le découvrira. Lorsque Dia sort, il voit immédiatement Alna qui l'attend. Elle admet que l'émir n'arrêtait pas de l'appeler, alors elle a utilisé la magie de dissimulation pour les rapprocher. Ce faisant, elle a aussi observé toute la conversation. Dia pensait recevoir secrètement des invités royaux, mais en réalité, il y avait déjà un public invisible dehors. Alna explique que sa magie d'évaluation des âmes a confirmé que les femmes du groupe royal émettaient toute une couleur rouge représentant le danger et l'hostilité. Une seule personne portait une couleur bleu profond, et cette personne était Klaus. Dia demande si cette couleur signifie que Klaus les voit comme des alliés. Alna ferme les yeux et sourit doucement, disant que cela n'a plus d'importance car ils sont une famille maintenant. Ces simples mots mettent Dia complètement à l'aise. Il se souvient aussi que Klaus a toujours été un bon camarade, quelqu'un qui n'a jamais méprisé ses origines d'orphelin et qui a toujours été fiable sur le champ de bataille. Aucun grand discours n'est nécessaire. Après tant d'années de guerre, Dia a enfin trouvé un endroit qui ressemble vraiment à une famille. Le lendemain matin, Alna détecte une autre personne approchant par l'est. Dia suppose qu'il s'agit simplement d'un voyageur perdu et sort voir, tandis qu'Alna le suit secrètement avec l'émir sous la magie de dissimulation. La personne qui apparaît cette fois est Klaus, mais il a retiré toute son armure de chevalier. Klaus annonce joyeusement qu'il vient d'être renvoyé de l'armée. Dia s'inquiète immédiatement que son vieil ami ait été puni à cause de ce qui s'est passé la veille, mais Klaus explique que c'est exactement le résultat qu'il voulait. Il ne voulait pas être renvoyé sur le front dans la guerre à venir. La plupart des gens soumettent une démission s'ils veulent quitter l'armée. Klaus a simplement arrangé les choses pour que ses supérieurs le renvoient d'abord. Ensuite, Klaus demande sérieusement à Dia de l'engager comme soldat pour le territoire. Dia connaît très bien les compétences et le caractère de Klaus, mais il hésite encore parce que cette terre garde le secret du clan cornu. À ce moment-là, Alna dissipe sa magie de dissimulation et apparaît soudainement avec tout le troupeau de myrrhe devant Klaus. Elle dit qu'elle ne s'y oppose pas parce que Klaus a porté une couleur bleue profonde depuis le début. Voyant une fille cornue et un troupeau de myrrhe apparaître soudainement dans la prairie, Klaus ne peut que fixer, choqué. Il s'attendait probablement à rejoindre un petit territoire frontalier, pas à découvrir une communauté cachée protégée par la magie. Avec l'approbation d'Alna, Dia sourit et accepte son vieil ami. Il dit à Klaus de le suivre et qu'il lui expliquera tout lentement. Le territoire du seigneur Dia a gagné un nouveau résident. Partant de rien, après tous ses efforts, la population a enfin atteint un habitant. Ce n'est peut-être pas assez pour bâtir un royaume, mais au moins Dia a maintenant quelqu'un qu'il peut officiellement appeler son sujet. Klaus vient à peine de rejoindre le territoire qu'il est accueilli par un généreux festin. Alors qu'il dévore son repas, il complimente chaleureusement Alna en déclarant qu'elle fera sans aucun doute une épouse merveilleuse. Alna rougit aussitôt tandis que Dia s'éclaircit la gorge et rappelle aux nouveaux venus de respecter la distance appropriée entre un seigneur, son épouse et un subordonné. Toujours ravi du compliment, Alna apporte discrètement une autre portion de viande à Klaus. L'avertissement final ne vient cependant pas de Dia, mais de François. En traduisant les propos du troupeau de myrrhe, Alna explique que quiconque veut manger doit aussi travailler. Un nouveau venu qui ne contribue en rien ne doit rien attendre en retour. Être sermonné sur la responsabilité par une brebis enceinte lors de son premier repas n'est pas exactement ce à quoi Klaus s'imaginait que ressemblerait sa nouvelle vie, mais il promet rapidement qu'il ne les décevra pas. Avant même que la nourriture ne soit digérée, la corne d'Alna se met à briller. Sa magie de détection perçoit 12 personnes qui approchent, dont une dont la vie faiblit rapidement. Dia enfile aussitôt son armure et se prépare à partir. Klaus propose avec empressement de l'accompagner, mais Dia lui ordonne de rester pour protéger le troupeau de myrrhe. Si le seigneur et la mage du territoire quittent tous les deux les tentes, quelqu'un doit rester pour garder tout ce qu'il possède. Tandis que Dia et Alna se dissimulent dans les herbes, Klaus observe l'horizon à l'est et réfléchit à la crise qui s'aggrave dans la capitale. La lutte pour le trône entre les princes et les princesses devient de plus en plus violente, et il sait qu'il n'est qu'une question de temps avant que le conflit n'atteigne les terres frontalières. Peu après, Dia revient, non pas avec des soldats ou des assassins,
mais avec un groupe de réfugiés âgés et épuisés. Une vieille femme est à peine consciente et reçoit immédiatement des soins. Ils viennent de Kasdex, où des années de conflits internes ont détruit les foyers et épuisé les réserves de nourriture. Le seigneur local a réduit le nombre de bouches à nourrir en chassant les personnes âgées de son territoire. Leur guide est May, une diseuse de bonne aventure âgée de 90 ans qui a utilisé ses pouvoirs pour trouver l'unique chemin qui pourrait leur permettre de survivre. Dia se réjouit ouvertement d'apprendre que son territoire pourrait bientôt accueillir 12 nouveaux habitants. Klaus, en revanche, aborde la situation de manière plus pragmatique. La plupart des réfugiés sont âgés et incapables d'effectuer de lourds travaux, ce qui signifie qu'ils pourraient devenir un fardeau pour une colonie qui possède déjà très peu. Dia n'est pas d'accord. L'expérience accumulée tout au long d'une vie est inestimable, et tant qu'ils souhaitent encore vivre et qu'ils ont besoin d'un endroit sûr, il les accueillera. Anna rappelle également à Klaus que François et le troupeau de Myre ont choisi Dia parce qu'il était le chef le plus fort et le plus digne de confiance qu'ils aient pu trouver. Une fois que le Seigneur a pris sa décision, il y a peu de raisons d'argumenter. En voyant Dia accueillir des personnes abandonnées par leur propre patrie, Klaus se remémore les champs de bataille. Des années plus tôt, son unité avait reçu l'ordre de battre en retraite, même si des civils étaient encore piégés dans la zone d'évacuation. Klaus avait protesté, furieux que les soldats soient prêts à les abandonner. C'est alors que Dia était sorti des flammes, portant un enfant terrifié dans un bras tout en tenant sa hache de bataille dans l'autre. L'enfant s'était accroché à lui en le suppliant de ne pas le laisser derrière. Dia avait simplement souri et promis qu'il les protégerait. En voyant son compagnon retourner vers une mort certaine parce qu'il avait entendu un enfant pleurer, Klaus avait chargé à nouveau dans la bataille pour retenir l'ennemi. Ses souvenirs après cela sont fragmentés, l'âme qui s'abatte, soldats qui tombent, et la pensée qu'une mort héroïque aux côtés de Dia serait une fin digne. Ce n'est qu'à présent que Klaus comprend à quel point cette idée était fausse. Pour protéger les autres, il doit d'abord survivre. Une belle mort ne peut pas construire de maison, prendre soin des réfugiés ou aider Dia à créer un territoire où personne n'est abandonné. À partir de ce moment, Klaus abandonne son obsession du martyr. Il vivra et utilisera son épée pour défendre ce territoire. Cette nuit-là, il retrousse ses manches et aide Dia à construire des tentes supplémentaires jusqu'au matin. Quelques jours plus tard, Dia observe la collection croissante de tentes et d'habitants et réalise que le territoire peut enfin être appelé un village. Les vieilles femmes le remercient à plusieurs reprises de leur avoir offert un abri. Elles promettent que dès que du coton ou d'autres matériaux seront disponibles, elles aideront à produire du tissu pour la colonie. Le prochain défi est de choisir un nom. Une femme suggère « Village de Dia », tandis que Klaus propose avec enthousiasme « Village du tueur de dragons ». Anna rejette immédiatement les deux idées, surtout la seconde, qui semble bien trop spectaculaire et attirerait une attention inutile. Elle propose plutôt « Ilk », un mot ancien signifiant « le premier village ». Le nom est simple, significatif et parfait pour une communauté construite à partir de rien. La prairie qui n'abritait autrefois que le vent et le silence porte désormais un nom que ses habitants peuvent appeler chez eux. Après la réunion, May demande à Dia de rester et lui suggère prudemment de vendre une partie des matériaux du dragon terrestre pour acheter des esclaves comme nouveaux habitants. L'expression de Dia s'assombrit instantanément. Pendant la guerre, il a vu d'innombrables esclaves forcés de servir de boucliers humains avant d'être abandonnés parmi les morts. Il déclare fermement que posséder, acheter ou vendre une autre personne sera complètement interdit sur son territoire. Mais sourit. Cette suggestion n'était qu'un test. Elle déteste l'esclavage autant que lui et aurait tenté de le faire changer d'avis s'il avait accepté. Les larmes aux yeux, elle explique que les gens de Kasdex considéraient la chasse aux esclaves comme un divertissement. Son groupe a passé des années à fuir de tels hommes et ne pouvait pas confier son avenir à un autre seigneur partageant les mêmes valeurs. La réponse de Dia la rassure enfin. Il sera peut-être pauvre, mais aucun être humain ne deviendra jamais une marchandise dans ses frontières. Alors que la conversation se termine, Anna annonce qu'une caravane de marchands approche. Bientôt, un grand groupe de chariots escortés par des gardes canins entre sur le territoire. Leur chef est Pain, un marchand grenouille. Anna l'examine avec sa corne et voit une lumière blanche, confirmant qu'il n'a aucune intention hostile. Pain est venu acheter les matériaux du dragon terrestre et reste stupéfait lorsqu'il apprend que Dia a tué la créature seule. Pour dissiper tout doute restant, Dia effectue une brève démonstration avec sa hache de bataille, laissant le marchand bouche bée. Pain accepte immédiatement d'acheter le tout et ordonne à ses hommes de décharger de la nourriture, du tissu, des tonneaux de bois et d'autres fournitures essentielles. Il vient à peine de recevoir son nom et a déjà établi sa première route commerciale. Alors que tout le monde croit la transaction terminée, Pain fait avancer deux petites filles blondes, des jumelles. Leurs vêtements sont déchirés et leurs yeux sont vides et méfiants. La façon dont il les présente fait croire à Dia qu'il assiste à la vente d'enfants. Ses mains se serrent et la pression qui émane de lui devient si intense que May doit discrètement lui rappeler de rester calme. Pain explique rapidement la vérité. Dans le pays d'origine des jumelles, les enfants nés jumeaux sont considérés comme un terrible présage et sont traditionnellement exécutés alors qu'ils sont encore très jeunes. Leurs parents ont refusé d'accepter ce destin et ont fui le pays en emportant leurs deux filles. Le voyage a lentement ruiné leur santé. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ne survivraient pas longtemps, ils se sont tournés vers Pain comme dernier espoir.
Ils lui ont donné tout l'argent qu'ils avaient économisé et lui ont officiellement confié les filles en tant que marchandises. Ils savaient qu'un marchand pourrait abandonner un acte de charité qui ne rapporte rien, mais qu'il serait moins enclin à se débarrasser de marchandises déjà entièrement payées. C'était la seule façon qu'ils avaient trouvée pour assurer la survie de leurs enfants. Pin se plaint que cet arrangement lui a coûté bien plus qu'il ne pourra jamais récupérer. Pourtant, le fait qu'il ait protégé les filles tout au long du voyage prouve qu'il est bien plus gentil qu'il ne le prétend. Anna examine discrètement les jumelles avec sa corne. Une lumière bleue brillant emplit l'air. Les enfants ne portent ni malédiction ni mauvais sort. Au contraire, toutes deux possèdent les signes d'une bénédiction. Dia les observe longuement avant d'annoncer qu'il va les adopter. Il remboursera à Pin toutes les dépenses engagées en utilisant les matériaux du dragon terrestre, mais il précise clairement que ce paiement n'est pas le prix d'esclave. C'est une compensation pour l'homme qui s'est occupé d'elle après que leurs parents n'aient plus pu le faire. Dia soulève doucement les deux filles dans ses bras. Elles sont maigres et beaucoup trop légères, probablement âgées de 3 ou 4 ans seulement. Il leur demande doucement leur nom, mais ne reçoit que du silence et des regards méfiants de la part d'enfants qui ont appris à se protéger de tous les adultes qu'ils rencontrent. Dia ne s'impatiente pas. Il reformule sa question en parlant lentement et avec douceur, essayant de défaire chaque couche de peur. Lorsqu'il suggère finalement de leur donner de nouveaux noms si elles n'en ont plus, les deux filles réagissent immédiatement et secouent la tête. La plus jeune jumelle, aux cheveux plus courts, finit par murmurer que son nom est Tian et que sa sœur aînée s'appelle Sei. Dia répète soigneusement les deux noms et promet qu'il ne les remplacera jamais. La détermination avec laquelle les filles protègent les noms que leurs parents leur ont donnés prouve qu'elles n'ont jamais oublié leur famille. En observant la scène depuis le côté, Klaus se souvient soudain que, avant la guerre, Dia s'occupait de nombreux enfants orphelins, presque comme un père. Ces expériences ont appris aux guerriers balafrés quelque chose d'important. À ce moment, les jumelles n'ont pas besoin de questions interminables. Elles ont besoin de patience, de gentillesse et du sentiment de sécurité qu'elles ont perdu depuis longtemps. Après s'être baignées et avoir reçu des vêtements propres, ces ayants ont meilleure mine, mais elles restent effrayées et repliées sur elles-mêmes. Anna s'approche enfin et explique la signification de leur nom dans l'ancienne langue. C'est signifie « belle comme le clair de lune », tandis qu'en signifie « la lune sacrée ». Elle offre à chacune une amulette sculptée à l'image de la lune. Ces paroles libèrent les émotions que les jumelles retenaient depuis longtemps. Les souvenirs de leur mère douce et de leur père qui ne voulaient que leur bonheur leur reviennent en force. Ces ayants éclatent en larmes et appellent leurs parents. Dia et Anna les serrent immédiatement dans leurs bras, leur expliquant doucement qu'elles ont déjà assez souffert et qu'elles n'auront plus jamais à endurer la solitude. François et les autres Myres s'approchent également, permettant aux filles de se blottir contre leur chaude laine. En fin de compte, le troupeau de Myres se révèle plus efficace pour réconforter les enfants que n'importe quel discours soigneusement préparé. 10 jours plus tard, ces ayants sont capables de sourire, de se plaindre et même de se disputer pour le dernier morceau de pomme de terre à la vapeur. Lorsqu'il en perd, Dia tente de lui donner la moitié de la pomme de terre qu'il a déjà mordue. Anna l'arrête immédiatement, expliquant que le partage est bien, mais que l'hygiène de base reste importante. Un parent est responsable de gâter les enfants, tandis que l'autre veille à ce que tout le monde reste en vie et propre. La petite famille d'Ilk commence à bien fonctionner. À cet instant, la corne d'Anna se met à briller à nouveau. Un cavalier solitaire approche. Comme le troupeau de Myres est complètement attaché aux jumelles, Dia les laisse sous la protection de leur gardien à 4 pattes avant d'enfiler son armure et de sortir avec sa hache. Le visiteur est Camarot, intendant d'Elden de Casdex, le nouveau seigneur du territoire voisin. Anna reste cachée et confirme que son âme apparaît blanche, ce qui signifie qu'il n'a aucune intention hostile immédiate. Camarot demande la permission pour le groupe de son maître d'entrer dans la colonie, mais Dia refuse sans hésitation. Il ne veut pas que des invités inconnus s'approchent d'Ilk. Elden est le deuxième fils qui a récemment remporté la guerre civile à Casdex, et les rumeurs affirment qu'il garde un grand nombre d'esclaves féminines. Bientôt, un carrosse extravagant apparaît à travers la prairie. Le corpulent Elden en descend, entouré de plusieurs femmes voilées. Le nouveau seigneur ne peut cacher sa surprise face à ce qu'il découvre. D'un côté se tient un homme qui a émergé victorieux d'une guerre pour le pouvoir, accompagné de serviteurs, de gardes et d'un carrosse luxueux. De l'autre se tient un homme qui a construit un territoire à partir d'herbes, de tentes, de moutons et de personnes rejetées par le reste du monde. La rencontre n'a pas encore commencé. Elden Casdex arrive dans les prairies avec tout un convoi et un grand nombre d'accompagnants, mais Dia refuse fermement de les laisser approcher du village d'Ilk. Sa méfiance ne vient pas du fait qu'Elden soit le seigneur voisin, mais des rumeurs affirmant que celui-ci garde de nombreuses esclaves. Le village d'Ilk abrite beaucoup de personnes qui ont autrefois été abandonnées ou persécutées. Dia ne peut donc pas autoriser quelqu'un soupçonné de soutenir l'esclavage à entrer sans vérification. Restée cachée à proximité, Anna utilise le pouvoir d'évaluation de sa corne pour examiner Elden. Le résultat est complètement différent des rumeurs. Une puissante lumière bleue l'entoure. Elle n'est pas aussi intense que celle de Dia, mais elle suffit amplement à prouver que le visiteur ne porte aucune des mauvaises intentions qu'il redoutait. Dès qu'il voit Dia, Elden abandonne son escorte et court directement vers lui. Il s'incline,
se présente comme Elden Casdex et avoue qu'il admire le héros qui a sauvé le royaume depuis son enfance. Craignant que Dia lui en veuille, Elden s'excuse à plusieurs reprises. Dia explique qu'il voulait simplement garantir la sécurité de ses villageois. Ces mots touchent profondément Elden, qui en est presque ému aux larmes. Dia suggère même qu'ils s'appellent par leur prénom pour faciliter la conversation. La tension créée par l'arrivée du convoi disparaît rapidement après quelques paroles sincères. Soudain, Elden se tourne vers l'espace vide à côté de Dia et demande qui se cache là. Comprenant qu'elle ne peut plus rester invisible, Alna se révèle. Dia la présente comme sa fiancée, tandis qu'Alna le corrige discrètement en disant « épouse ». Ce simple mot, prononcé tout bas, suffit à figer Dia sur place. Elden remarque la corne sur le front d'Alna et demande si elle est une demi-humaine. Leur conversation permet d'établir que ce terme désigne largement les races qui ressemblent aux humains, ce qui signifie qu'Alna peut également être classée ainsi. Dès qu'Elden apprend que le héros qu'il respecte a choisi une future épouse d'une autre race, il se jette au cou de Dia et se met à pleurer bruyamment. Il demande ensuite si les deux ont déjà des enfants. Dia répond que non, tandis qu'Alna annonce calmement qu'elle en veut 10 à l'avenir. Dia ajoute qu'ils élèvent actuellement ses ayants, deux jeunes filles de la même race qu'Alna. Apprendre que le héros qu'il admire non seulement aime une demi-humaine, mais a aussi recueilli deux orphelines demi-humaines, submerge complètement Elden. Ses oreilles s'agrandissent soudain, son nez s'allonge en trompe d'éléphant, et tout son corps perd sa force avant de s'effondrer. Ses suivantes le portent immédiatement dans le carrosse et commencent à le soigner. Ce n'est qu'à ce moment que Camarot révèle que le seigneur voisin est un demi-humain à moitié éléphant. Elden peut passer d'une apparence humaine à une forme arborant des traits d'éléphant. Cependant, chaque fois que de fortes émotions déclenchent la transformation, la tension met gravement sa santé en danger. Les femmes qui l'entourent constamment ne sont pas des membres d'un harem. Elles restent près de lui parce qu'elles comprennent son état et savent comment prendre soin de lui. Une fois rétabli, Elden s'excuse d'avoir perdu le contrôle. Dia ne s'en offusque pas et demande directement des nouvelles de la guerre civile à Casdex. Elden se contente de répondre qu'il a pris les armes pour protéger ceux qui lui étaient chers. Camarot commence alors à raconter le passé que les rumeurs extérieures ont complètement déformé. L'ancien seigneur, Ankar, avait déjà une épouse et des enfants. Son fils aîné avait hérité à la fois de son apparence et de son terrible caractère. Étrangement, Ankar s'était particulièrement attaché à un bel enfant né d'une esclave éléphante. Il l'avait publiquement reconnu comme son fils et lui avait accordé un statut noble. Cet enfant était Elden. À 5 ans, Elden avait enfin appris la vérité sur son ascendance et découvert que sa mère biologique était toujours traitée comme une esclave. Dès lors, mère et fils ne pouvaient se rencontrer qu'en secret. Elden avait également commencé à aider discrètement d'autres demi-humains opprimés. Sa conviction que toutes les races méritaient un traitement égal s'était donc formée dès l'enfance. Les femmes qui s'occupent d'Elden étaient autrefois des esclaves. Après les avoir sauvées, elles sont restées volontairement à ses côtés parce qu'elles croyaient au monde qu'il voulait créer. La rumeur selon laquelle Elden s'entourait d'esclaves féminines était donc totalement fausse. Lorsqu'Ankar avait découvert qu'Elden protégeait secrètement les demi-humains et tentait d'éliminer la discrimination au sein de Casdex, il avait menacé de le tuer, d'assassiner sa mère et d'exterminer tous les demi-humains du territoire. Confronté à cette menace, Elden n'avait eu d'autre choix que la résistance. Il avait lancé une rébellion, uni humains et demi-humains sous la même cause, et vaincu la faction d'Ankar. La guerre civile n'avait pas commencé parce qu'Elden convoitait le pouvoir politique, mais parce qu'il voulait sauver les personnes qu'il aimait. Dia comprend enfin pourquoi Elden s'est montré si ému en voyant sa famille. Le village d'Ilk est encore pauvre, mais humains, Oni, enfants orphelins et Myr y vivent déjà côte à côte comme les membres d'une même maisonnée. C'est exactement l'image qu'Elden rêvait de créer. Une fois calmé, Elden explique que la renommée de Dia s'est déjà répandue dans tout Casdex. Les histoires racontent qu'il réforme les nobles à coups de poing de fer, qu'il détruit des armées comptant des dizaines de milliers d'hommes et qu'il est même devenu le sujet de pièces de théâtre dans la capitale royale. Plus Dia écoute, moins il se reconnaît dans le personnage décrit. Elden ne croit pas toutes les rumeurs, mais les récits de nombreux vétérans et leurs rencontres d'aujourd'hui n'ont fait que renforcer son respect. Il demande alors officiellement à Dia de devenir son ami. Il souhaite qu'ils travaillent ensemble pour créer un monde dans lequel humains et demi-humains puissent vivre heureux. Dia ne signe aucune alliance ni ne promet de soutien militaire. Il se contente de dire que l'idéal d'Elden est profondément admirable. Dans le village d'Ilk, ce rêve a déjà commencé à devenir réalité. Il accepte l'amitié d'Elden et l'encourage à tenir la tête haute, car il n'y a rien de honteux dans le chemin qu'il a choisi. Ces paroles touchent profondément Elden, soulagé d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui le comprend vraiment. Une fois que les deux parties se sont bien comprises, Dia demande comment attirer davantage d'habitants dans le village d'Ilk. Il a déjà demandé aux marchands de faire passer le mot, mais attendre passivement ne suffit clairement pas. Elden promet d'annoncer l'effort de recrutement dans tout Casdex. Cependant, il prévient que le problème le plus urgent est la nourriture. Le village d'Ilk doit commencer à stocker des vivres et à développer la capacité de produire sa propre nourriture avant l'arrivée de l'hiver. Augmenter la population sans avoir assez à manger ne ferait que créer une crise plus grave. Dia prend ce conseil très au sérieux. Elden promet de fournir tout le soutien qu'il pourra avant de quitter les prairies avec son convoi.
Lorsque Dia et Alna retournent aux tentes, ils trouvent Séillan qui attendent près du troupeau de myrrhe. Dès qu'elles l'aperçoivent, les filles courent vers lui et se plaignent que Dia avait promis de revenir tout de suite, mais les a fait attendre bien trop longtemps. Elles l'accusent d'être un menteur, puis chargent en même temps que les myrrhes et renversent leur père adoptif sur l'herbe. Dia n'oppose aucune résistance et s'excuse docilement. Cette nuit-là, Séillan dorment enfin paisiblement l'une à côté de l'autre, leurs mains encore étroitement serrées. En les observant, Alna demande si le refus de Dia de les punir ne va pas encourager encore plus de bêtises. Dia admet que leur comportement était répréhensible, mais c'est lui qui a rompu sa promesse en premier. Il veut s'excuser avant de les corriger. Les enfants qui ont récemment perdu leurs parents agissent souvent de manière gâtée ou difficile pour tester si leur nouvelle famille les abandonnera également. Il peut accepter cette réaction aujourd'hui, à condition qu'ils ne se comportent pas de la même façon demain. Il établira cependant des limites fermes. Anna comprend que Dia ne les gâte pas sans limite. Il est en train de reconstruire leur confiance. Dia mentionne ensuite qu'il travaillait comme fermier avant la guerre et qu'il souhaite tenter de cultiver des terres. Anna regarde les plaines recouvertes d'herbe et se demande si la terre coopérera avec cette ambition. Leur discussion est interrompue lorsque la corne d'Anna se met soudain à briller. Elle perçoit un grand groupe qui approche d'une direction différente de celle empruntée par le convoi d'Elden. Une troupe armée traverse silencieusement les prairies en pleine nuit sans lune, rendant leurs intentions hostiles évidentes. Dia veut qu'Anna reste derrière, mais elle insiste fermement pour l'accompagner. Sans trace ni lumière, il aurait du mal à localiser quiconque seul. Tandis que sa magie sensorielle et de dissimulation est particulièrement utile dans l'obscurité, Klaus est chargé de protéger Séillan. Dia et Alna disparaissent alors dans la nuit. Sur les plaines, un groupe de mercenaires encapuchonnés avance à la lumière des torches et tout en consultant une boussole. Leur chef, une femme aux cheveux clairs, leur rappelle qu'ils ont été payés généreusement et n'ont donc pas le droit de se plaindre. Ils ont choisi une nuit sans lune parce que leur cible est Dia, le héros national qu'il serait presque impossible de vaincre en plein jour lors d'un affrontement direct. Plusieurs membres affirment encore que les histoires à son sujet doivent être exagérées. La femme les avertit de ne pas sous-estimer Dia. Elle leur ordonne également de tuer Elden s'ils le rencontrent. La récompense est de 100 pièces d'argent pour la vie d'Elden et de 10 pièces d'or supplémentaires pour celle de Dia. Dès que l'argent est mentionné, tout le groupe s'anime. Ignorant que l'obscurité est sur le point de se transformer en cage autour d'eux, une traînée de lumière rouge fend la nuit. Lial est touché par une flèche et s'effondre. La chef ordonne immédiatement à tout le monde de tirer en direction de la lumière, mais celle-ci disparaît avant que leur flèche ne retombe dans l'herbe. Leur ennemi ne tire que quelques flèches, mais presque aucune ne rate sa cible. Les mercenaires ne comprennent pas comment la position de chaque personne a pu être identifiée avec une telle précision. Ils tirent au hasard pour forcer leur attaquant à faire du bruit. Lorsque l'herbe bouge au loin, plusieurs épéistes se détachent de la formation et chargent dans cette direction. À cet instant, la lame en forme de tête de lion de la hache de bataille de Dia apparaît soudainement juste devant eux. Il émerge des ténèbres, repousse le premier homme et abat les autres avant qu'ils puissent correctement tourner leurs armes. En quelques secondes, 4 mercenaires ont perdu la capacité de combattre. La chef panique et ordonne à tout le monde de se regrouper, mais la formation s'est déjà effondrée. Alna apparaît d'une autre direction avant de disparaître à nouveau grâce à sa magie de dissimulation. Les intrus finissent par comprendre qu'Alna contrôle le combat à distance pendant que Dia attaque chaque faiblesse dès qu'elle apparaît. Un mercenaire masculin distingue assez clairement les yeux bleus, l'armure de fer et l'énorme hache de bataille pour reconnaître l'homme devant lui. Il admet avec terreur que même 100 pièces d'or ne rendraient pas ce risque acceptable, mais il lève tout de même son épée et charge. Dia bloque l'attaque directement, le domine en un seul échange et met fin à la confrontation principale sans subir de blessures graves. Pendant que les autres sont maîtrisés, la femme aux cheveux argentés s'enfuit immédiatement vers une forêt proche. Elle maudit ses compagnons inutiles, sachant que le fait d'être découvert par Dia signifie que le plan a déjà échoué. Dès qu'elle s'arrête derrière un arbre, une ancienne blessure se ravive soudain dans son corps et la force à s'effondrer de douleur. L'agonie fait ressurgir un souvenir sombre, un homme d'apparence noble se vante de son pouvoir et se moque de Dia, le traitant de roturier qui a gagné un peu de statut mais qui a osé s'opposer à lui. Il parle également d'une humiliation qu'il a autrefois subie à cause de Dia et jure de se venger. Le souvenir est trop fragmenté pour déterminer s'il a engagé les mercenaires ou si la haine est dirigée contre quelqu'un d'autre. De retour sur les prairies, la plupart des mercenaires ont été désarmés et forcés de s'agenouiller en rang. Dia vérifie d'abord Alna. Une flèche lui a seulement éraflé la joue. Alna s'excuse parce qu'elle a instinctivement émis un son lorsque la flèche est passée, révélant ainsi sa cachette. Dia ne la blâme pas. Il se tourne vers les prisonniers et leur dit qu'ils doivent maintenant comprendre à quel point leurs actions étaient stupides. L'un d'eux tente d'argumenter qu'ils sont des mercenaires et non des bandits, mais dès que l'expression de Dia devient froide, il se tait immédiatement. En tant que seigneur du territoire, Dia condamne chaque attaquant capturé à l'exil. Alna considère cette punition bien trop clémente, car ils sont entrés dans les plaines armées avec l'intention de le tuer. Dia admet que voir la blessure sur sa joue l'a rendu extrêmement en colère. Cependant, personne de leur côté n'a été tué et les dégâts ne sont pas assez graves pour justifier l'exécution de ces personnes en représailles. Si les prisonniers regrettent sincèrement leurs actes, l'exil suffit à clore l'incident.
S'ils reviennent et causent à nouveau des problèmes, sa hache ne montrera pas la même clémence. Tout le monde comprend que Dia aurait pu les tuer à tout moment s'il l'avait voulu, aussi personne n'ose protester. Anna est encore déçue que la femme aux cheveux argentés se soit échappée, mais la vue des épées, arcs, armures et masses confisquées améliore rapidement son humeur. Dia ne comprend pas pourquoi une collection d'armes anciennes semble si précieuse. Anna explique que le fer est une ressource importante dans les prairies. Même des armes endommagées peuvent être fondues et transformées en outils agricoles. Capturer des bandits peut également rapporter une prime du chef tribal. Anna se souvient alors de la première fois où elle a senti la voiture transportant Dia entrer dans la région. Elle s'était secrètement réjouie, croyant que des bandits étaient enfin apparus. Au lieu de cela, la voiture était rapidement repartie, laissant un seul homme allongé au milieu des prairies. Anna avait supposé que Dia avait été abandonnée là pour mourir. Lorsqu'elle était revenue le lendemain matin, elle l'avait trouvé dormant paisiblement à l'extérieur. Elle avait utilisé son évaluation d'âme et avait vu une lumière bleue d'une puissance incompréhensible l'entourer, contredisant totalement son soupçon initial. Anna avoue qu'elle avait brièvement envisagé de s'occuper de Dia et de vendre sa hache et son armure pour de l'argent, mais elle avait finalement choisi de ne pas le faire. Ce qui la trouble encore, c'est qu'elle aurait facilement pu ignorer l'étranger et retourner au village. Pourtant, avant même de réaliser pleinement ce qu'elle faisait, elle s'était déjà approchée de Dia, l'avait réveillé et lui avait demandé s'il était un ennemi ou un allié. Même maintenant, Anna ne comprend pas pourquoi elle a ressenti un si fort désir de lui parler. Le résultat de l'évaluation avait réduit ses soupçons, mais cela n'explique pas entièrement ce choix. Elle sait seulement que cette décision l'a menée à sa vie actuelle aux côtés de Dia, des deux jeunes filles et du troupeau de Myre. Dia était autrefois un homme solitaire, abandonné au milieu des plaines. Il a désormais un village et une famille qui l'attendent. Cela seul suffit à prouver que le choix d'Anna à l'époque n'était pas une erreur. De retour dans le présent, Anna regarde Dia tandis que la corne sur son front se met à briller sous l'effet d'émotions de plus en plus difficiles à dissimuler. Elle imagine s'approcher et embrasser sa joue, mais ce baiser n'existe que dans ses pensées. Anna rougit violemment, se retourne et s'enfuit en courant. Dia n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Il ne voit que son départ soudain, alors il l'appelle et se lance à sa poursuite en brandissant sa hache. Le héros capable de vaincre tout un groupe de mercenaires reste complètement impuissant face aux sentiments d'Anna. L'épisode se termine alors qu'Anna est toujours incapable d'exprimer ce qu'elle veut, pendant que Dia continue de la poursuivre à travers les prairies obscures. Après avoir vaincu les mercenaires qui s'étaient infiltrés de nuit dans la prairie, Dia croit qu'Ilk Village va enfin pouvoir connaître un peu de paix. Cependant, les ennemis d'un seigneur ne portent pas toujours l'épée. Parfois, la plus grande menace est la faim, alors que l'hiver approche. Si le village continue de dépendre uniquement de la chasse et de la nourriture achetée à l'extérieur, sa population croissante finira par devenir impossible à nourrir. Dia décide donc de tenter la culture sur des terres que tout le monde considère impropres à l'agriculture. Anna ne connaît presque rien à l'agriculture. Le peuple démon se contente généralement de cueillir les herbes médicinales qui poussent à l'état sauvage, et chaque tentative de cultiver des légumes ou des céréales s'est soldée par un échec. Tous deux consultent la chef mâle, qui montre à Dia une sorte de minéral coloré appelé pierre d'humus. Broyée avec des os d'animaux et mélangée à la terre en poudre, elle permet de garder en vie des herbes médicinales en pot, mais les légumes refusent toujours de pousser. Dia lui demande ce qui cause ce problème, mais Mal ne peut que secouer la tête. Elle se souvient alors des récits sur le peuple des forêts, un peuple réputé pour mieux comprendre les plantes que quiconque. Selon la légende, même les terres les plus arides se couvrent de verdure sur leur passage. Malheureusement, Mal ne les a jamais rencontrés et n'est même pas certaine de leur existence. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, pas une solution concrète. Dia décide malgré tout de poursuivre ses expériences. S'il découvre une méthode efficace, il la partagera avec la tribu, car l'avenir des réserves de nourriture concerne tout le monde sur la prairie. La discussion sérieuse prend soudain une autre tournure lorsque Mal aborde la question de l'accroissement de la population. Elle explique que toute la tribu attend avec impatience que Dia et Anna aient des enfants, et propose même des herbes médicinales s'ils ont besoin d'aide. Dia refuse immédiatement et lui demande de ne jamais donner quoi que ce soit à Anna en secret. Il est venu ici pour faire pousser des légumes, pas pour lancer un autre genre de projet démographique. Il attrape rapidement le sac de pierre d'humus et s'en va avant que la conversation ne devienne encore plus dangereuse. De retour au village, Dia montre fièrement les pierres colorées à Klaus, Sené et Ayan. À ses yeux, elles ressemblent presque à des pierres précieuses. Les deux fillettes les examinent quelques secondes à peine avant de perdre tout intérêt. Les pierres ne contiennent presque pas de mana et ne peuvent absorber d'énergie magique, ce qui en fait, à leurs yeux, de simples cailloux ordinaires. Anna explique que quelqu'un incapable de percevoir le mana, comme Dia, peut facilement se laisser tromper par leur apparence attrayante. Sené et Ayan, elles, ont immédiatement reconnu leur véritable nature. Les fillettes peuvent parfois détecter des traces magiques si infimes que même Anna les néglige, ce qui révèle un immense potentiel en tant que futur mage. Dia ne pousse aucune des deux vers une voie en particulier. Il se réjouit simplement qu'un si grand nombre de possibilités leur restent ouverts. Il commence à broyer les pierres d'humus en poudre pour sa première expérience,
mais avant qu'il ne puisse sortir, la corne d'Alna se met à briller. Elle sent un grand groupe approcher par l'est, accompagné de nombreuses créatures. Dia veut aller enquêter seule, mais Alna insiste pour l'accompagner afin de pouvoir détecter et identifier tout ce qui semblerait anormal. Sur la prairie, il découvre une immense caravane menée par Camarot, l'un des vassaux d'Eldan. Les chariots sont chargés de provisions, et un troupeau de taureaux d'un blanc pur marche en tête. Dia commence à se détendre jusqu'à ce qu'il remarque un mouvement parmi le chargement. Plutôt que d'attaquer immédiatement, il décide d'attendre que la caravane se rapproche et d'interroger directement Camarot. Caché parmi les sacs et les caisses de bois se trouve un groupe de petits hommes-bêtes aux longues oreilles et aux queues de rongeurs. L'un d'eux, portant des lunettes, explique que des chasseurs d'esclaves l'avaient capturé auparavant. Après s'être échappé, il est monté en cachette sur le chariot, persuadé qu'il se dirigeait vers le désert du Sud. Malheureusement, il sait lire mais n'a aucun sens de l'orientation, et la caravane allait exactement dans la direction opposée. Les autres refusent de partir, car ils sont venus chercher Dia exprès, l'homme qui a tué le dragon de terre. Ils comptent le vaincre et restaurer la fierté du peuple du désert. Les membres les plus agressifs du groupe estiment que les humains sont faibles et malhonnêtes. En tuant le tueur de dragons, ils comptent voler nourriture et moyens de transport avant de repartir vers le sud. Leur haine a été encouragée par un homme encapuchonné non identifié, bien qu'aucune preuve ne le relie pour l'instant à la précédente attaque. Le homme-bête à lunettes continue de prévenir les autres que Dia est encore plus dangereux que le dragon qu'il a vaincu. Lorsque la caravane s'arrête, Camarot s'incline et explique qu'il a apporté les fournitures promises par Eldan. Dia le remercie et s'apprête à demander ce que sont ses mouvements dans les chariots lorsque le peuple du désert entend son nom. Persuadé que le tueur de dragons a baissé sa garde, il bondit sort des caisses et charge. Dia reste un instant surpris, car c'est la première fois qu'il voit des créatures parlantes ressemblant à de petits rongeurs. Alna réagit plus vite que quiconque. Elle balaie son arc pour faire tomber le meneur, se retourne et arrête les autres assaillants avant qu'ils n'atteignent Dia. Elle ne tue personne, car elle ignore encore s'il s'agit de passagers, de marchandises ou d'intrus. Leur identité doit être établie avant que quiconque ne décide de leur ôter la vie. Un assaillant continue de charger et subit le même sort. Réalisant que leur plan a échoué, le groupe fait demi-tour et tente de fuir, pour tomber directement sur les gardes canins hommes-bêtes de Camarot. Les fuyards sont rapidement capturés et fourrés dans des sacs. Ils continuent de crier qu'ils n'appartiennent à personne et insultent Alna pour être intervenue. Dia place immédiatement le tranchant de sa hache devant elle et déclare froidement qu'Alna est une femme merveilleuse que personne n'a le droit d'insulter. La personne la plus touchée par ces mots est Alna elle-même. Son expression féroce disparaît tandis que tout son visage rougit. Camarot ordonne à ses gardes de maîtriser tous les fauteurs de troubles et présente ses excuses. Malgré leurs actes irréfléchis, ils demeurent des sujets placés sous l'autorité de Kasdek. Camarot explique que les peuples possédant leur propre culture, leur propre langue et leur propre intelligence sont classés comme hommes-bêtes, même lorsque leur apparence ressemble fortement à celle d'animaux. Les hommes-bêtes sont eux-mêmes considérés comme une branche des races demi-humaines. Les étrangers appellent souvent le petit groupe devant eux, peuple gerbois aux grandes oreilles, mais ils préfèrent le nom de peuple du désert. Leur terre natale se trouve loin au sud. Beaucoup ont été autrefois capturés par des chasseurs d'esclaves avant qu'Eldan ne les sauve. Il a promis qu'une fois devenus seigneurs, il les ramènerait chez eux. La guerre civile étant désormais terminée, Eldan s'apprête enfin à tenir cette promesse. Cependant, leur passé d'esclavage les a rendus profondément méfiants envers les humains. Ils ne font même pas entièrement confiance à Eldan. Dia choisit de ne pas les punir davantage et confie leur surveillance ainsi que leur voyage de retour à Camarot. Une rencontre qui a bien failli tourner à l'incident international impliquant une hache de guerre se résout finalement par la conversation. Camarot remet ensuite à Dia une lettre ainsi qu'une liste complète des biens livrés. Dia n'avait demandé que quelques outils agricoles lors de sa précédente rencontre avec Eldan, mais la caravane contient des épices locales, des matériaux de construction, des chariots, des chevaux de trait, et suffisamment de matériel pour donner l'impression que Kasdek établit une nouvelle antenne en plein cœur de la prairie. La lettre d'Eldan explique que tout cela est un cadeau d'amitié et exprime son souhait que les deux territoires continuent d'échanger des ressources et de se soutenir mutuellement. Les cadeaux comprennent même un attelage et 4 chevaux. Sachant que des chevaux sans abri créeraient un nouveau problème, Eldan a envoyé des matériaux de construction déjà préparés et a ordonné à plusieurs gardes de rester sur place pour monter une écurie. Dia se sent de plus en plus mal à l'aise face à tant de générosité. Alna, en revanche, oublie toute retenue desquelles apprend que les 4 chevaux appartiennent à leur foyer. Elle court vers eux, enlace chaque cheval, puis se jette dans les bras de Dia en le déclarant joyeusement son merveilleux mari. Camarot et ses gardes sont forcés d'assister à toute cette scène affectueuse, tandis que Dia hésite entre répondre à son bonheur et se sauver avant d'être étouffé. Alors qu'il rentre au village sous le ciel du soir, Anna explique que sa famille n'a jamais été riche. Son plus grand rêve d'enfant était de devenir l'épouse de quelqu'un dont le foyer posséderait des chevaux. Pour ceux qui ont grandi dans la prairie, les chevaux représentent un foyer stable et une vie prospère. Anna a toujours cru que les compétences et le travail acharné de Dia finiraient par l'aider à atteindre ce rêve. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que cela arrive aussi vite. Elle mentionne brièvement un frère aîné peu fiable, sans expliquer son histoire.
Anna s'excuse de s'être laissée emporter au point d'enlacer Dia devant tout le monde. Il lui répond qu'il n'est pas fâché. Il n'aurait peut-être pas accepté un tel comportement de la part d'une autre femme, mais venant d'Anna, cela ne le dérange pas. Il lui demande seulement de faire preuve d'un peu plus de retenue en public. Ce n'est pas tout à fait un aveu, mais cela lui donne clairement une place particulière dans son cœur. Anna sourit, ses yeux brillant encore plus que lorsqu'elle a vu les chevaux pour la première fois. Le matériel agricole d'Eldan est rapidement mis à profit. Dia guide lui-même un taureau blanc tirant une grande charrue à travers la prairie. La lame fend l'herbe et retourne la terre sans qu'il soit nécessaire de défricher chaque parcelle à l'avance. Klaus observe les nouveaux sillons avec émerveillement avant que May ne l'appelle et lui apprenne à tenir la charrue. Un homme habitué à manier l'épée se retrouve désormais à lutter avec un cadre en bois. L'agriculture est moins dangereuse que la guerre, mais elle est tout aussi capable d'épuiser les bras. Les anciens du village, autrefois considérés comme un fardeau par leur ancienne patrie, deviennent la plus grande source d'expérience d'Ilk. Mais recommandent de laisser la terre se reposer 3 jours avant de planter, et d'utiliser de la cendre d'herbe et de bois pour l'améliorer. Dia divise le champ d'essai en 2 sections. L'une reçoit de la cendre, l'autre est traitée à la pierre d'humus. Si l'une des 2 méthodes fonctionne, le village aura de l'espoir. Il commence aussi à envisager un réservoir, car le ruisseau voisin est petit et pourrait s'assécher pendant l'été. Klaus accepte immédiatement de se charger du creusement. Pendant la guerre, il a creusé tant de tranchées défensives que ce travail lui est presque devenu instinctif. Pendant que tout le monde prépare le champ, Anna envoie Sonné et Ayant chercher Dia pour le dîner. Les fillettes s'accrochent à ses vêtements et lui demandent si l'agriculture est difficile. Puis elle lui demande s'il serait triste de travailler dur sans obtenir de résultats. Dia répond calmement que si quelqu'un a vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir et que le résultat ne correspond toujours pas à ses espoirs, il doit finir par l'accepter. La véritable inquiétude des fillettes se cache derrière une autre question, serait-il fâché si elle lui cachait quelque chose? Dia ne les force pas à révéler quoi que ce soit. Il trace une distinction claire. S'il s'agissait de dissimuler délibérément quelque chose de nuisible, il serait déçu. Mais tout le monde a le droit de garder des secrets personnels qui ne blessent personne. Sonné et Ayant se détendent visiblement et s'enfuient en courant. Dia revient sur le sujet plusieurs fois dans les jours suivants, mais les 2 fillettes restent silencieuses. Les voyant redevenir joyeuses et jouer normalement avec les autres villageois, il choisit de ne pas insister. Protéger leur sentiment de sécurité compte plus que d'obtenir une réponse immédiate. 3 jours plus tard, le champ expérimental est prêt. Anna apporte des graines d'une herbe médicinale capable de germer en une seule nuit, ce qui leur permettra de déterminer rapidement si le sol s'est amélioré. Au même moment, la nouvelle écurie à côté du village est achevée. Camarotte explique que tout le bois avait été préparé à l'avance, son équipe n'a eu qu'à transporter les pièces et à les assembler selon les instructions d'Eldan, ce qui a permis de terminer la structure en 3 jours. Dia souhaite exprimer sa gratitude et prépare plusieurs caisses de matériaux issus du dragon de terre pour que le groupe de Kasdek les ramène chez eux. Lorsque Camarotte et ses gardes entendent la quantité, leurs visages se vident de toute couleur. La valeur du cadeau dépasse largement le coût de la construction de l'écurie. Certains se demandent même si Dia prépare quelque chose, mais celui-ci souhaite sincèrement seulement les remercier de leur aide. Camarotte accepte à contre-cœur, en considérant que les matériaux sont simplement confiés à Kasdek et seront utilisés plus tard d'une manière qui profitera aux 2 territoires. Lorsque la caravane repart, Sonné et Ayant sont attristés de devoir dire au revoir à des gens qui ont passé plusieurs jours au village. Anna les console et leur rappelle qu'elles doivent encore nourrir les chevaux. Le sens des responsabilités les éloigne rapidement de leur tristesse. Dia retourne au champ. Le lendemain matin, des pousses apparaissent bel et bien, mais chacune d'elles est faible, jaunâtre et affaissée, comme si la ville avait déjà quitté. Dia n'abandonne pas immédiatement. Il suppose que la terre n'a pas eu assez de temps pour se reposer et plante un nouveau lot. Le jour suivant donne le même résultat. Il conclut alors que la quantité de traitement était insuffisante et ajoute davantage de pierre d'humus. Un autre jour passe, mais les pousses continuent de mourir ou de ne pas se développer. Dia paraît de plus en plus épuisé, mais continue de vouloir expérimenter. Anna finit par poser une main sur son épaule et l'arrête. Trop de pierre d'humus pourrait abîmer la terre, et continuer ne fera que gaspiller le reste de leurs graines. En regardant les rangées flétries, Dia accepte l'échec. Ils ont essayé la cendre, la pierre d'humus, et des plantations répétées, mais aucune de leurs méthodes actuelles ne fonctionne. Il ne se met pas en colère et ne blâme personne. Il dit simplement que certaines choses ne réussissent pas, peu importe les efforts qu'on y met. Si l'agriculture est impossible pour l'instant, il se concentrera sur l'accomplissement de ses autres devoirs. Sa réponse fait écho à celle qu'il avait donnée auparavant à Sonné et Ayant. Cachées derrière la clôture, les 2 fillettes ont tout entendu. Ayant se sent triste, car elle veut aider son père adoptif mais ne sait pas ce qu'elle peut faire. Sonné tient le collier laissé par leurs parents. Ensemble, elles appellent doucement leur mère et leur père et leur demandent de leur révéler un chemin à suivre. À cet instant, les 2 colliers émettent une lueur bleue. Une voix ténue leur parvient soudain, appelant à l'aide de façon répétée. Les fillettes se regardent et confirment qu'aucune des 2 n'a imaginé cela. Quelqu'un, tout près, est réellement pris au piège. Sonné et Ayant suivent la voie jusqu'à la zone de stockage.
Parmi les caisses de bois, les sacs et les rouleaux de tissu, l'appel désespéré devient de plus en plus clair, provenant de quelque part dans l'obscurité. Sené et Ayan suivent la voie jusqu'à la zone de stockage. Parmi les caisses de bois, les sacs et les rouleaux de tissu, l'appel désespéré devient de plus en plus clair, provenant de quelque part dans l'obscurité. Sené et Ayan unissent leurs forces pour ouvrir un coffre enfoui sous une pile d'affaires et y découvrent une femme bête. Dès qu'elle est libérée, la femme remercie sans arrêt les deux fillettes et se présente sous le nom d'Emma Géliboa, membre du peuple Gerboa aux grandes oreilles. Bien qu'elle ne paraisse pas plus grande qu'une enfant, Emma insiste immédiatement sur le fait qu'elle est déjà adulte. Même le livre et les lunettes qu'elle porte ont été fabriqués par elle-même pour soutenir ses études. Emma explique que des membres de sa tribu ont secrètement suivi la caravane de Camarod dans l'intention de causer des ennuis à Dia, tandis qu'elle-même s'est simplement retrouvée mêlée à l'affaire. Depuis son arrivée à Ilk, elle est restée coincée dans la zone de stockage. En entendant cela, Sené et Ayan comprennent rapidement qu'Emma pourrait être l'étrangère idéale à qui poser des questions sur un sujet qu'elles ne peuvent pas encore révéler à Dia ni à quiconque au village. Emma échappe à peine au coffre qu'elle se retrouve directement plongée dans le plus grand secret des deux sœurs. Après avoir entendu toute l'histoire, Emma confirme que Sené et Ayan sont en réalité des membres du peuple des forêts, un peuple qui vit au cœur des forêts, protège la vie végétale, et finit par faire partie intégrante de la forêt elle-même. Lorsqu'un membre du peuple des forêts approche de la mort, il peut transférer sa force et son savoir dans une graine et la laisser en héritage à quelqu'un qui lui est cher. Leurs pouvoirs sont également directement liés aux plantes. Ils peuvent canaliser de l'énergie magique dans la végétation pour accélérer sa croissance, tout en créant des barrières capables de repousser les maladies et les miasmes nocifs. Sené et Ayan sont encore trop jeunes, si bien qu'elles ne peuvent pour l'instant guère faire plus que faire germer des graines ou créer des barrières sur une zone limitée. Emma comprend immédiatement pourquoi leurs parents leur avaient interdit de laisser des humains découvrir ses capacités. Si des gens cupides apprenaient ce que les fillettes savent faire, les deux enfants pourraient facilement être transformés en outils. Emma demande pourquoi Sené et Ayan ont choisi de rester avec Dia si leurs parents les avaient si fortement mis en garde contre les humains. Les fillettes admettent qu'elles avaient d'abord envisagé de s'enfuir pour tenir leurs promesses. Mais plus elles vivaient à Ilk, plus elles se rendaient compte que Dia était complètement différent des humains qu'on leur avait appris à craindre. Ses immenses mains sont étonnamment douces chaque fois qu'il prend soin d'elles, tandis que sa façon de parler, maladroite mais chaleureuse, leur rappelle leurs parents. Alna, Klaus, les femmes âgées du village, et même le troupeau de Méhar, les ont toujours traités comme des membres de la famille. Le problème, c'est que Dia continue de travailler chaque jour dans les champs, expérimentant tour à tour la cendre de bois et la pierre d'humus, pour ne voir à chaque fois les nouvelles pousses dépérir. Sené et Ayan sentent que quelque chose draine l'énergie de la terre. Si le problème persiste, les cultures n'ont presque aucune chance de survivre. Y remédier nécessiterait une barrière créée par le peuple des forêts. Les fillettes pensent que Dia ne les exploiterait jamais s'il apprenait la vérité, mais elles ne veulent toujours pas trahir la dernière volonté de leurs parents. Emma propose alors rapidement une solution simple, attendre que tout le monde s'endorme, se faufiler jusqu'au champ, et créer la barrière en secret. Ainsi, personne n'en saura jamais rien. Une fois la nuit tombée, Emma quitte la zone de stockage pour repérer le chemin. Avec des yeux capables de voir clairement dans l'obscurité, elle se glisse entre les tentes et se dirige vers Sené et Ayan, endormis près des Méhars. En chemin, elle doit passer tout près de Dia et redouble de prudence, n'ayant aucune envie de réveiller le célèbre tueur de dragons. Heureusement, il dort profondément. Emma finit par réveiller les deux sœurs et les presse de partir rapidement avant le lever du soleil. Le plan aurait dû être simple à partir de là, mais il faillit s'effondrer dès le premier pas. Sené et Ayan ont visiblement une peur bleue du noir. D'ordinaire, chaque fois qu'elles doivent sortir la nuit, elles demandent à Dia ou à Alna de les accompagner. Même avec Emma pour les guider, leurs pas ralentissent nettement. À cet instant, les deux colliers renfermant les graines laissées par leurs parents se mettent à briller faiblement. Sené et Ayan appellent doucement leur mère, comme pour se donner un peu plus de courage, puis se prennent la main et continuent d'avancer. Emma comprend alors que le souvenir de leurs parents aide discrètement les deux enfants à garder leur élan. Une fois au champ expérimental, Sené et Ayan se tiennent côte à côte, se prennent la main, et récitent ensemble une incantation dans la langue du peuple des forêts. La lumière de leur collier se répand sur le sol, et une énergie magique verte s'étend peu à peu en un immense dôme recouvrant les champs. Des flux de lumière s'enfoncent dans la terre là où toutes les tentatives précédentes avaient échoué. Bientôt, un vert éclatant commence à apparaître parmi les pousses affaiblies. Les fillettes s'illuminent aussitôt de joie, leur tâche accomplie, tandis qu'Emma se détend enfin après avoir vu ce plan secret, mené par trois petites silhouettes, réellement réussir. La partie la plus difficile, cependant, survient à leur retour. Sené et Ayan sont si épuisés qu'à peine arrivés sous la tente, elles tirent Emma entre elles et s'endorment aussitôt. La Gerboa tente désespérément de s'échapper, sachant qu'elle sera sûrement découverte au matin, mais les deux sœurs dorment déjà bien trop profondément pour la lâcher. Pendant qu'Ilk dort encore, les récits sur Dia et Eldan se répandent déjà bien au-delà du village. À Kazdek, on murmure qu'Eldan se rendra bientôt dans la capitale royale pour présenter au roi la pierre magique du dragon de terre reçue de Dia, afin d'obtenir une reconnaissance officielle en tant que seigneur.
Ce qui excite encore davantage les foules, cependant, ce sont les histoires entourant le tueur de dragons. Certains prétendent que Dia a une épouse demi-humaine, tandis que d'autres racontent que le couple est si affectueux qu'il le montre ouvertement devant tout le monde. À force de passer de bouche en bouche, même la race d'Anna finit par être complètement dénaturée. Plus important encore, l'annonce de recrutement d'Ilk commence à porter ses fruits. Le communiqué précise clairement que les nouveaux résidents recevront un logement et une aide alimentaire, les seules restrictions majeures visant les criminels et les individus dangereux. En conséquence, de nombreux hommes bêtes commencent à s'intéresser à un territoire dont presque personne ne se souciait auparavant. Au même moment, l'incident impliquant le peuple du désert ayant secrètement suivi la caravane de Camarot laisse derrière lui un indice troublant. Les fauteurs de troubles ont affirmé qu'une personne liée au peuple singe les avait poussés à agir. Ce témoignage fut d'abord écarté comme une excuse pour fuir leurs responsabilités. Puis d'autres personnes ont commencé à rapporter avoir elles aussi été approchées et provoquées par une silhouette entièrement enveloppée de tissu noir. Une fois que plusieurs récits sans lien apparent se mettent à décrire le même genre de personnage, la coïncidence devient de plus en plus difficile à croire. De fait, dans un coin de la ville, un homme aux cheveux d'argent enrage devant un nouveau plan raté, serre le poing, et jure qu'il tuera Dia. Au-delà d'Ilk, le changement de pouvoir à Kasdek commence également à perturber l'équilibre politique dans la capitale royale. L'ancien seigneur contrôlait le commerce de l'Ouest et apportait un soutien financier considérable au second prince Mézé. Eldan, en revanche, a délibérément pris ses distances, ce qui signifie que Mézé vient de perdre l'un de ses plus importants soutiens dans la lutte pour la succession. Certains estiment que cela donne l'avantage au premier prince Richard, mais les trois princesses n'ont pas non plus renoncé à leurs ambitions. Même Diane, jusque-là considérée comme la candidate ayant le moins de chance, quitte soudainement la capitale avec près de 200 soldats et plusieurs dizaines de chariots chargés de provisions. L'ampleur du mouvement suffit à faire craindre aux troupes ordinaires qu'une guerre ne soit sur le point d'éclater. Le véritable objectif de Diane, cependant, demeure inconnu. Le lendemain matin, Anna se réveille sur un spectacle capable de chasser instantanément toute trace de sommeil. Entre ce nez et haillant repose une autre petite créature aux longues oreilles, endormie paisiblement. Anna ne trouve pas la scène du tout adorable. Elle y voit immédiatement un problème d'hygiène. Elle entraîne les deux fillettes et Emma pour un bon bain d'herbe, expliquant que les rongeurs peuvent transmettre des maladies dangereuses et que quiconque en introduit un dans leur espace de sommeil doit être lavé de la tête aux pieds. Emma a à peine le temps de protester qu'elle est une femme adulte avant d'être placée dans une baignoire séparée. Ensuite, toutes trois sont sommées de s'asseoir correctement devant Dia et Alna pour réfléchir à ce qu'elles ont fait. Dia soupçonne d'abord un lien entre Emma et le groupe ayant précédemment attaqué le village, mais l'évaluation d'âme d'Alna brille d'un bleu profond, confirmant qu'elle ne porte aucune intention malveillante. Leur méfiance retombe rapidement. Sené et Hayan sont visiblement désolés d'avoir secrètement amené une inconnue dans leur espace de sommeil, mais lorsqu'on leur demande pourquoi elles ont fait cela, toutes deux refusent de s'expliquer. Dia ne les force pas. Ils pensent qu'elles doivent avoir leur raison et décident d'attendre que ses filles soient prêtes à lui en parler elles-mêmes. À ce moment, Méa court et appelle Dia vers le champ expérimental. Les pousses qui dépérissaient sans cesse par le passé ont maintenant formé un cercle vert et éclatant de santé. Plus étrange encore, les plantes florissantes traversent directement à la fois le sol traité à la cendre et les parcelles à la pierre d'humus, ce qui signifie que le résultat ne suit les limites d'aucune des deux méthodes de culture que Dia avait testées. Mais et Anna sont tentées de voir dans ce spectacle un véritable miracle, convaincus que la persévérance de Dia a enfin été récompensée. Dia, seul, reste incertain quant à la véritable cause. Pourtant, en voyant Anna sourire d'un bonheur si sincère, il déclare que ce qui le rend plus heureux encore que de voir le champ se rétablir, c'est simplement de la voir aussi joyeuse. Cette remarque toute simple suffit à faire rougir Alna. Avant que le village ne puisse achever de célébrer, un autre visiteur inhabituel arrive à Ilk. Une petite créature elle est capable de parler émerge d'une caisse de marchandises. Dia sursaute, mais s'excuse rapidement de sa réaction impolie. Le nouveau venu se présente sous le nom de Gérant, membre du peuple pigeon et du corps de messager d'Eldan. Gérant apporte une lettre urgente expliquant que le petit peuple canin s'intéresse vivement à l'annonce de recrutement d'Ilk. Il précise que le peuple canin existe en deux variétés, grande et petite. Les plus grands sont plus forts et plus humanoïdes, tandis que les plus petits ressemblent bien davantage à des chiens mais possèdent une constitution plus faible. Les petits chiens ont entendu parler d'Ilk par des membres de leur race qui avaient déjà visité les lieux. En apprenant que le territoire ne fait aucune discrimination entre humains et demi-humains, nombre d'entre eux ont commencé à espérer s'y installer. Sené et Hayan s'enthousiasment aussitôt à l'idée de voir d'adorables petits chiens arriver au village. Dia, cependant, refuse de décider seul. Il affirme qu'il faut d'abord consulter les habitants déjà présents à Ilk. Ce n'est que si les résidents actuels donnent leur accord qu'il accueillera les nouveaux venus. Dia demande également en privé à Alna ce qu'elle pense d'accueillir davantage de résidents. Elle répond qu'elle soutiendra quelle que soit la décision qu'il prendra. Dia lui rappelle que si elle a la moindre inquiétude, elle doit parler honnêtement, car il n'a pas besoin de quelqu'un qui approuve simplement tout ce qu'il dit. Alna déclare aussitôt que c'est exactement pour cette raison qu'elle est la meilleure épouse qu'il puisse espérer,
le laissant figé en plein milieu de ce qui devait être une déclaration sur la profondeur de sa confiance en elle. Peu après, Emma demande elle aussi la permission de vivre à Ilk. Dia se demande pourquoi elle ne retourne pas sur le territoire d'Eldan pour attendre une occasion de rentrer chez elle. Emma explique qu'elle souhaite rester près de Sene et Ayan, les aider, et veiller sur leur croissance. Elle sait aussi lire, écrire et calculer, et pourrait donc enseigner aux enfants ou se rendre utile de toute autre manière au village. Anna n'y voit aucune objection. Elle pose simplement à Emma une condition très claire, elle devra toujours maintenir une hygiène irréprochable. La paix ne dure pas longtemps. Tôt le lendemain matin, Anna réveille soudain Dia, sa magie de détection ayant repéré un groupe de créatures vivantes s'approchant de très près. Comme elle vient tout juste de se réveiller, elle les remarque plus tard qu'à l'accoutumée. Les signaux indiquent de nombreuses petites formes de vie et une créature anormalement grande. Dia suppose que le petit groupe pourrait être les nouveaux chiens, si bien que tous deux se précipitent dehors sans même prendre le temps de se préparer correctement. Au loin, ils aperçoivent effectivement un groupe de petits hommes-bêtes courant désespérément à travers la prairie. Malheureusement, la créature qui les poursuit n'est pas une escorte. C'est un serpent gigantesque. Dia se demande innocemment si cet immense nouveau venu n'espère pas, lui aussi, rejoindre le village, obligeant Anna à le ramener brutalement à la réalité. La créature est un monstre connu sous le nom d'Anaconda de Rick. Ce n'est qu'à cet instant qu'Anna réalise que, dans la précipitation à quitter la tente, elle a oublié son arc. Dia, de son côté, n'a ni son armure ni sa hache de guerre. Pourtant, à l'instant même où des cris d'appel désespérés résonnent à travers la prairie, Dia fonce droit vers le monstre, les mains nues.